Bienvenue dans La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef. Dans cet épisode, je rencontre le chef pâtissier Patrice Demers. Je n'étais pas intéressé par la pâtisserie. Au départ, j'étais intéressé par la cuisine. Mais c'est sûr qu'avec le recul, quand je regarde un peu mes traits de caractère, je pense que j'étais fait finalement plus pour la pâtisserie. Patrice a été formé en cuisine de restaurant avant de se diriger vers la pâtisserie. Il a officié en tant que chef pâtissier dans pas mal de bons restaurants à Montréal, comme au Leméac ou les 400 coups. Une passion pour la restauration qui, vous allez l'entendre, ne lui vient pas du tout de son enfance. Mais enfant, j'étais super difficile. J'aimais presque rien. Je mangeais quasiment pas de légumes. J'aimais pas le dessert. Je tassais le glaçage sur les gâteaux. Alors finalement, dans notre rencontre, on n'a pas beaucoup parlé cuisine ou pâtisserie, mais plutôt de magie, la grande passion de Patrice durant toute son enfance. À l'époque, j'ai rapidement rencontré un super bon ami, Michel. On a monté un numéro ensemble où on faisait des frères siamois. Moi, je suis gaucher, lui est droitier. Mais avant de parler de son enfance, on s'est promenés tous les deux dans la cuisine de sa boutique pour parler de son rythme de travail dans cette pâtisserie par rapport à un restaurant. Alors, moi, si je viens ici, je regarde à travers la vitre et je peux te Moi, voir. je suis le premier, donc si tu passes sur la rue à 6 h du matin, je vais être le seul en cuisine jusqu'à 8 h pour faire l'ouverture. Mais c'est un moment de la journée que j'aime beaucoup. Ce moment-là de un peu de solitude en cuisine, ce moment-là où je peux faire tout ce que je veux comme je veux aussi. En restauration, c'est rare de commencer aussitôt. Hein? Oui, mais pour un pâtissier, c'est tard. La plupart des pâtissiers vont commencer beaucoup plus tôt le matin, souvent à 3 h du matin. Et l'horaire classique d'un pâtissier, c'est quand la boutique ouvre, sa journée est presque terminée souvent. Nous, on a un peu adapté parce que moi, j'ai jamais travaillé dans une boutique, donc j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Donc, on le fait comme on pensait que ça devrait être fait. Donc, c'est un hybride entre une pâtisserie puis un restaurant. C'est un mélange des deux. On voit tout de suite en rentrant les gens qui travaillent en arrière. Souvent, les pâtissiers dans les restos sont au fin fond de la cuisine ou au sous-sol. Donc, j'ai déjà travaillé dans quelques cuisines, dans des sous-sols. Je l'avais connu un peu au 400 coups. On avait cette cuisine-là un peu qui était ouverte sur la salle. Comme la production continue toute la journée, ça nous permet de voir l'achalandage aussi, nous, en cuisine, puis de réagir plus rapidement. C'est quoi la plus grosse différence entre ta cuisine et une cuisine d'un restaurant où tu as pu travailler avant? Notre service commence dès qu'on ouvre la porte le matin. Donc, c'est pas comme dans un resto où c'est de 6 à 10, où les clients sont là. Nous, dès qu'on ouvre la porte le matin, le service commence, si on peut dire. On a encore beaucoup de mise en place à faire, mais c'est ce qui est plus compliqué. C'est comme si on était un restaurant, mais qui est ouvert toute la journée. Donc, on doit faire de la mise en place, puis en plus, on doit faire des desserts minutes. Oui, parce que là, je vois, il y a quelqu'un qui est en train de préparer un dessert. Il y a un bon, comme dans un restaurant, qui est arrivé. Oui, exactement. Puis ça, c'est un exemple. Parce que là, on n'est pas sur un dessert à l'assiette, on est sur un dessert de boutique, un chou à la crème. Moi, c'est un dessert que souvent, quand je vais dans des pâtisseries, même dans des bonnes pâtisseries, souvent, j'étais déçu en mangeant des choux parce que la pâte à choux est détrempée, est molle. La texture est pas tout à fait là. Donc, j'avais le goût que quand les gens viennent manger un chou ici, que le chou soit super frais. Le cliché qu'on peut avoir sur la pâtisserie, c'est que c'est sérieux. C'est des gens sérieux. T'as l'air un peu sérieux, je te connais pas beaucoup. Puis j'écoute un peu en cuisine, ça a l'air super sérieux aussi. Oui, là, c'est parce qu'ils savent qu'on a de la visite, mais habituellement, l'ambiance est quand même un peu plus relaxe. Ouais. Par contre, je suis d'accord qu'il y a, je pense, un type de caractère un peu, même si moi, je me dirigeais vers la cuisine au début. Donc, je n'étais pas intéressé par la pâtisserie. Au départ, j'étais intéressé par la cuisine. Mais comme il n'y avait plus de place, j'ai commencé par la pâtisserie pour faire aussi de la cuisine par la suite. Mais c'est sûr qu'avec le recul, quand je regarde un peu mes traits de caractère par rapport à la plupart de mes amis, c'est des chefs. Donc, je pense que j'étais fait finalement plus pour la pâtisserie. Donc, ce côté-là où j'aime que tout soit très ordonné, très droit, très organisé. C'est vrai qu'il y a des chefs qui sont comme ça aussi, mais je pense que c'est plus quelque chose qu'on trouve chez les pâtissiers. Finalement, tu as trouvé ta place. Oui, je pense que oui. Donc, mais je suis content d'avoir ces deux côtés-là aussi. Je pense que c'est ce qui différencie mon travail du travail des autres pâtissiers, du fait que j'ai été cuisinier aussi, puis que j'aime encore cuisiner.
je n'avais pas imaginé qu'une cuisine de pâtisserie ferait plus de bruit qu'une cuisine de restaurant. On est alors parti à la recherche d'un coin un peu plus calme pour finalement atterrir dans son bureau de travail, pas hyper glamour. Je vous conseille d'aller voir la photo sur l'Instagram de l'émission, c'est assez drôle. D'ailleurs, en se promenant dans sa boutique, j'ai remarqué une imposante bibliothèque avec une énorme collection de livres de cuisine qui m'a beaucoup intrigué. C'est ma collection, donc il prenait trop de place à la maison, donc Marie-Josée a eu la bonne idée de les envoyer ici, donc c'est ma collection. Attends, mais t'es un freak de bouquins de cuisine ou c'est juste parce que t'adores ça, genre découvrir des recettes ou... Non, je dirais que je suis un freak de gastronomie en général, de nourriture, point. Donc c'est pas... Oui, c'est les livres, mais c'est aussi les restaurants. Donc je suis passionné, puis même après 20 ans encore, je suis fasciné par les restaurants. Donc une bonne partie de mon budget passe dans des restos à voyager, puis aller découvrir des restos, autant des restos étoilés que des petits boui-boui de coin de rue. Donc c'est ce qui fait que j'ai choisi ce métier-là, c'est vraiment cette fascination-là pour le monde de la restauration. Donc oui, j'aime les livres, mais j'aime encore plus, je pense, visiter des restaurants, découvrir des restaurants. Fait que parle-moi de toi, parce que je voudrais en savoir un peu plus sur toi. J'aimerais savoir d'où est-ce que tu viens, d'où est-ce que tu es né, où est-ce que tu étais enfant. Donc, je suis originaire de Laval-des-Rapides. Donc, mes parents étaient les deux enseignants. Enfance assez tranquille. J'étais famille un peu reconstituée, donc j'étais enfant unique la semaine. Puis, aux 15 jours, j'avais 2 demi-frères puis une demi-sœur qui débarquaient à la maison. Je réussissais assez bien à l'école, donc... J'imagine que tu devais être studieux. Oui, quand même. Je pense que j'avais quand même des assez bonnes notes. Donc, j'ai fait mon primaire, secondaire ensuite dans une école privée où ça allait assez bien. Qu'est-ce que tu faisais les week-ends? Tu avais une passion à l'époque? Avant la restauration, j'ai une passion assez intense qui a commencé au primaire, assez jeune, pour la magie. Je pense que j'étais en 3 ou 4e année du primaire quand j'ai vu un reportage à la télévision sur une école de magie à Montréal. Et là, déjà, j'étais fasciné par les magiciens. J'avais ma petite boîte comme tous les jeunes reçoivent souvent les petites boîtes de tours de magie. Et là, j'ai dit à ma mère, oui, je veux m'inscrire à l'école. C'était une école qui offrait des cours le week-end pour les jeunes, puis des cours de soir qui étaient plus pour les adultes. J'ai vraiment insisté, je voulais pas des cours pour les jeunes. Donc, j'ai réussi à m'inscrire pour des cours de soir avec les adultes. Trop bien. C'était une fois par semaine. J'ai suivi des cours pendant près de 5 ans. Et là, c'est ça, c'est une passion qui est vite devenue un hobby, qui est devenu un travail. T'as fait des petits jobs de magie, des petites soirées? Plus que des petits jobs, donc c'est rapidement devenu ma petite business. Au secondaire surtout, là, dès la fin du primaire, j'ai mes premières cartes d'affaires et mes parents me laissaient vraiment m'occuper de ça. Donc ils m'ont beaucoup... j'étais super timide étant jeune, donc j'étais quelqu'un de très, très réservé. J'aimais pas beaucoup parler en public. Donc, ça m'a forcé à m'extérioriser, donc c'est sûr. Donc, je me souviens au primaire, c'est là que j'ai commencé. Lorsqu'on avait des présentations orales, j'essayais d'incorporer de la magie dans mes présentations parce que je savais qu'avec ça, je pourrais gagner un peu les autres, je pourrais les impressionner et je me sentais vraiment à l'aise dans ça. Donc, ça a commencé comme ça un peu. À la différence de parler sur un stage, d'être un comédien, etc., la magie, il faut vraiment respecter à la lettre les paroles, les gestes. Oui, mais... Il y a un côté très millimétré. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais il y a quelque chose que j'aimais là-dedans, c'est qu'il y avait le côté, répétition, qui se fait plus seul, le côté pratique, et un côté très discipline, si on veut y arriver. Donc, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'étais pas quelqu'un qui était très sport d'équipe étant jeune. Même aujourd'hui encore, je vais plus faire des sports individuels que des sports d'équipe. Et la magie, moi, ça m'a rejoint totalement. Mais c'est devenu une passion vraiment dévorante, là. Ça prenait tout mon temps libre. J'avais presque autant de bouquins que j'ai de bouquins de pâtisserie ici, des vidéos aussi. Je me suis mis à aller dans des conférences, des week-ends de conventions de magiciens où il y avait des concours. Mon cercle d'amis s'est retrouvé à être pas mal tous des adultes. Donc, j'étais
J'étais le seul de 12, 13, 14 ans dans un monde d'adultes. Mais je pense que j'avais quand même une facilité dans ce domaine-là. Donc, ça a commencé par des fêtes d'enfants. C'est rapidement devenu des plus gros contrats. Ensuite, ça, vers la fin du secondaire, c'était beaucoup du corporatif, animer des soirées aussi. Donc, devant 500, devant 800 personnes. Donc, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. My God, mais tu aurais pu construire une carrière sur ça? À l'époque, j'ai rapidement rencontré un super bon ami, Michel, qui lui était directeur d'une garderie. Donc, on s'est mis à faire beaucoup de spectacles ensemble, à développer une super complicité. On a monté un numéro ensemble où on faisait des frères siamois. Moi, je suis gaucher, lui est droitier. Donc, on était les deux dans le même veston. Et on a pratiqué pendant près d'1 an, 4 soirs par semaine, pour réussir à tout faire, mais chacun avec une main seulement. Donc, réussir à pouvoir brasser un jeu de cartes, faire tout ce qu'on faisait habituellement seul, mais le faire chacun, moi étant la main gauche et lui la main droite. Puis on a participé à une compétition au niveau provincial, qu'on a gagné le prix du public avec ça. Wow! On est allé présenter le numéro à Boston dans une convention super prestigieuse de magiciens. Et maintenant, Michel, lui, a lâché sa job de directeur des garderies et depuis quelques années, il est magicien à temps plein, là. OK, mais Donc, toi, ben, j'aurais très bien pu prendre ce chemin-là. qu'est-ce qui s'est passé? À la même époque, je dirais vers la fin du secondaire, cette passion-là pour la cuisine, pour la nourriture est arrivée. J'ai aucune idée d'où vraiment, parce que ma mère cuisine bien. Elle fait de la bonne cuisine de maison, elle fait un bon spaghetti, elle fait un bon pâté chinois. Mais enfant, j'étais super difficile. J'aimais presque rien. Je mangeais quasiment pas de légumes. J'aimais pas le dessert. Donc, j'ai jamais mangé de crème glacée avant d'en faire moi-même, d'être à l'école hôtelière. J'aimais pas les bonbons, je tassais le glaçage sur les gâteaux. Puis même au niveau du salé, j'étais super difficile. Et là, je me suis mis, je sais pas pour quelle raison, à commencer à écouter des émissions de cuisine, de voir des vrais chefs à la télévision. Donc, c'était pas... Ce qui m'intéressait, c'était pas les gens qui cuisinaient comme ça à la télévision, des vedettes qui cuisinaient, mais c'était les chefs qui cuisinaient. Et là, je me suis mis à être vraiment fasciné par les chefs. Un des premiers, je me souviens que je me suis mis à écouter, puis où il y a vraiment eu un déclic, c'est Daniel Vizina. Dans ses toutes premières émissions à Radio-Canada à l'époque. Et j'avais aucune idée qu'il était possible de faire de la nourriture comme ça, d'être créatif avec la nourriture, de faire ce genre de plat-là. Je pensais pas que ça existait, je pensais pas que c'était un métier même. Je savais qu'il y avait des gens, c'est sûr, qui traînent dans des restaurants, mais je ne savais pas qu'on pouvait le faire vraiment à ce niveau-là. Donc j'ai eu cette révélation-là et je me suis mis à commencer à cuisiner à la maison. Donc, comme j'étais super difficile, je me suis mis à cuisiner juste pour moi. Donc, à cuisiner des plats. Au début, je me faisais mon propre souper. J'essayais des choses. Puis là, je me suis mis des fois à cuisiner 1 ou 2 soirs par semaine pour mes parents. Et c'est vraiment devenu une passion. Tu avais commencé à arrêter la magie aussi? Oui, la passion pour la magie était encore là, mais elle n'était plus aussi prenante. Je suis quelqu'un de perfectionniste dans la vie. Et quand je voyais les magiciens qui, moi, m'impressionnaient vraiment, je savais que je pourrais presque jamais arriver à ce niveau-là. Tu pars d'une profession et tu rentres dans une autre qui est bien pire, je trouve. Oui, mais on dirait que la cuisine me paraissait plus accessible que la magie au niveau où je voulais le faire. Cette passion-là pour la magie a un peu diminué. Je dois avouer que la routine aussi, après 5 ans à faire des fêtes d'enfants, autant que j'adore les enfants, mais j'étais vraiment tanné d'aller faire des ballons, d'aller amuser les enfants pour des fêtes. Fait qu'au final, tu as fait des gâteaux d'anniversaire. Donc, c'est ça. Donc... Non, mais je rigole. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a comme facteur en commun dans l'enfant que tu étais, justement? Qu'est-ce qui a allumé dans ton cerveau la magie, la bouffe? C'était quoi le dénominateur commun, tu penses? Je pense que c'est la réaction que je cherche chez les personnes qui vont, autant qui regardaient mes tours de magie, ou maintenant les personnes qui vont manger mes desserts. Moi, je cherche un peu cette même réaction-là, presque. J'ai le goût quand quelqu'un déguste un de mes desserts qui me dise « Comment t'as fait? » J'ai jamais mangé quelque chose comme ça. J'ai jamais goûté à rien qui ressemble à ça. Je savais pas qu'on pouvait mettre ces produits-là, ces ingrédients-là ensemble et que ça fonctionne.
Donc ça, c'est comme les plus beaux compliments un peu qu'on peut faire quand on mange un de mes desserts. Et cette transformation-là de la matière aussi, qui est un point commun. Donc, on s'entend que la pâtisserie, on prend souvent des ingrédients très, très simples. C'est impressionnant ce qu'on peut faire avec juste des blancs d'œufs et du sucre. Toutes les manières qu'on peut les transformer. Cette transformation-là de la matière est aussi fait partie, dans le fond, de la magie aussi. Donc, oui, je pense qu'il y a des points communs à ce niveau-là. Mais on dirait qu'il y a comme une relation avec le public, d'aller chercher à impressionner. J'imagine que l'enfant timide que tu étais, c'était la magie ou la bouffe, un moyen de s'attirer des... Ah, clairement, pour moi, c'était un moyen de m'exprimer, un moyen de rentrer en contact avec les gens sans avoir nécessairement dès le départ à commencer une conversation. Donc, c'était un moyen, oui, tout à fait. On a continué à parler de son enfance gastronomique, mais finalement ça a confirmé ce que j'avais déjà lu, Patrice, enfant, n'aimait pas grand-chose. Du coup je commençais à être un peu inquiet car, comme vous le savez, dans chaque épisode de La Bouche Pleine, le chef invité doit cuisiner un plat qui a marqué son enfance. Et finalement, vous allez l'entendre, il m'a parlé d'un plat qui fait complètement du sens avec son ancienne passion pour la magie. J'ai essayé de réfléchir à vraiment c'était quoi le dessert que je préférais. Je revenais toujours à la même chose, c'était du Jell-O. Oui, parce que tout à l'heure, quand tu m'as dit Jell-O, ça avait l'air d'être le seul moment où justement tu avais... Mais j'ai des moments précis, les seuls moments précis où je cuisinais très très jeune avec ma mère, si on peut appeler ça cuisiner, c'était lorsqu'on préparait du Jell-O. Donc je me rappelle très très bien, il y avait le frigo. En haut du frigo, il y avait une armoire. Pour avoir accès, il fallait que je monte sur les petites marches dans la cuisine. Et là, on avait une collection de saveurs de Jell-O, de pas mal toutes les couleurs, toutes les petites boîtes de Jell-O. Et là, on n'en mangeait pas souvent, mais je dirais 1 ou 2 fois par mois, je pouvais choisir ma saveur de Jell-O, puis là, on préparait. Et j'étais fasciné par cette transformation-là, parce qu'on parle de transformation de la matière, mais là, il y a quelque chose qui se passe clairement. On part sur de la poudre qu'on met dans du liquide. Ça devient coloré tout d'un coup. Et après une nuit au frigo, ça fige. Donc, il y avait quelque chose qui me fascinait là-dedans, que je trouvais vraiment intéressant. Et tu sais quoi, je la trouve super logique. Parce que c'est pas quelque chose qui goûte particulièrement bon. C'est pas dans les saveurs où tu te dis « waouh ». Par contre, l'enfant magicien que tu étais devait trouver ça extraordinaire, quoi. Même au niveau de la texture, il y avait quelque chose de très ludique dans la texture du Jell-O. Quand même, c'est pas une texture qu'on retrouve dans beaucoup d'autres aliments. Alors j'imagine que t'as pas acheté des boîtes? Non, c'est ça. Donc j'ai fait un Jell-O maison. Donc il me restait les super belles dernières fraises qu'on a reçues cet automne, qu'on avait congelées, que j'ai juste cuit au bain-marie avec un tout petit peu de sucre pour faire vraiment presque un consommé de fraises, un bouillon de fraises, mais vraiment intense en goût, qu'on a passé dans un filtre pour récupérer ce jus rouge-là, sans aucune impureté, qui ressemble beaucoup au Jell-O rouge, qui était ma saveur préférée. Puis ensuite, j'ai juste rajouté un peu de jus de citron, puis on a fait une gelée. Et je me souviens, même si mes parents cuisinaient pas beaucoup, le souvenir que j'ai, c'est qu'on allait souvent au restaurant. Le Saint-Hubert était un de nos grands classiques, où il y avait justement du Jell-O qui venait avec toujours un peu de crème fouettée sur le dessus et le petit biscuit sur le côté. J'ai décidé de reproduire aujourd'hui, mais avec une chantilly parfumée un peu à l'estragon. Puis j'ai fait une petite gaufrette au pistache sur le côté. Donc, on va regarder ça? Excellent. Là, j'ai le sirop de fraise. Là, évidemment, j'avais besoin d'en faire figer un d'avance. On a la base de chantilly. Je vais prendre un bol puis un fouet. Donc ça, c'est notre fameux sirop ou consommé de fraises qu'on a préparé. Et là, j'ai rajouté un peu de citron et de la gélatine. Et dans mon souvenir, c'est ça, il y avait toujours un peu de crème fouettée. Moi, je préférais tasser la crème, mais je me souviens qu'il y avait de la crème. Et dans ma tête, ça fait partie de la présentation. Donc là, j'ai une chantilly, mais qui contient un peu de chocolat blanc et qui est infusée avec de l'estragon frais. Okay. Donc, on va juste fouetter la chantilly un peu. Tu le fais à la main
pour le podcast ou t'aimes bien ça Habituellement, on prend le batteur pour aller plus vite, mais Ah, t'es bon, hein? c'est une chantilly qui monte assez vite à cause que, comme elle contient un peu de chocolat blanc, OK. ça y donne beaucoup plus d'onctuosité. Dans mon souvenir, c'était plus de la crème fouettée qui sortait d'une petite bonbonne qui est toujours un peu trop ferme. Là, on va s'arranger pour avoir une texture plus agréable. Là, j'ai fait aussi un peu de poudre d'estragon. On a juste mis de l'estragon au déshydrateur pendant environ 1 heure. Donc, une cuillère de crème, Tout simplement. chantilly, chocolat blanc avec un petit peu de poudre d'estragon. Ouais, mais déjà, la chantilly est infusée avec un peu d'estragon frais. Et là, on va remettre un peu de poudre. Alors, on déguste. C'est hyper bon. Alors, je déteste le jello. Ma blonde adore ça, m'en fait de temps en temps, je supporte pas ça. Là, ta texture est vraiment plus compacte, a une vraie bonne texture. Puis alors, la crème fouettée au chocolat blanc, incroyable. Puis alors, l'estragon, c'est ce qui vient un peu taper dans Ouais. Ça vient donner un petit côté piquant dans la gorge, mais juste ce qu'il faut. Ouais, et puis ça prolonge la saveur. Exactement, Puis là, ouais. il y a la petite gaufrette aussi qu'on n'a pas. Maintenant que tu fais plus partie de la guilde des magiciens, tu peux le dire du coup, la femme dans la boîte qui se fait couper en deux, le trick c'est quoi alors? Il y a autant de manières de le faire que de faire une tarte aux pommes. Puis de nos jours, on n'a pas le choix parce que c'est tellement facile sur YouTube, sur Internet, de chercher les réponses à nos questions que les magiciens n'ont pas le choix d'innover aussi puis de trouver des nouvelles manières de faire chaque effet. Merci énormément à Patrice Demers pour son temps et sa confiance dans ce 4e épisode de La Bouche Pleine. Merci aussi à Gabriel Sykes pour la connexion. Identité sonore par Clément Leduc et Gabriel Gagnon. Identité visuelle de Tirsa. Retrouvez toutes les photos de cet épisode sur le compte Instagram de La Bouche Pleine, @La Bouche Pleine podcast. Ce podcast est encore jeune, alors n'hésitez pas à donner vos commentaires constructifs sur les réseaux sociaux, à mettre 5 étoiles sur Apple ou Google Podcast, et surtout d'en parler autour de vous. Merci 1000 fois pour votre écoute, et rendez-vous au prochain épisode de La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef.